travaillé 1 an chez Danone et pendant cette année, j'ai fait une formation avec Ticket for Change et HEC pour devenir entrepreneur du changement. Et je voyais à ce moment-là à quel point l'entrepreneuriat et l'entreprise, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et donc j'ai tout lâché pour monter une entreprise à impact, sans savoir laquelle. Et à ce moment-là, un peu par hasard, j'ai rencontré François Xavier qui lui travaillait dans le vin, qui a 15 ans de plus que moi, qui est ultra complémentaire. Et ensemble, on a lancé OE pour œnologie, une marque de vin. Et passer de 0 à 1, c'est le plus dur. Et donc ça, j'avoue que j'en suis plus fier parce que c'est notre culture qui rend ça possible. Et de façonner une entreprise avec une culture forte, je sais que c'est un énorme défi. Et quelque part, dans un sens, on a un peu réussi, quoi. Et c'est un bel actif, effectivement. Bienvenue dans M&A for Good, le podcast des entrepreneurs de croissance qui mettent du sens dans leur action et de l'impact. Aujourd'hui, j'ai la joie de t'accueillir Thomas Lemal, fondateur d'OE. Vraiment grande joie de t'avoir, à la fois par l'énergie débordante que tu dégages et surtout par ce projet super inspirant que j'ai envie de partager aujourd'hui à nos auditeurs. Alors Thomas, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours jusqu'à la création d'OE, qui est un projet hyper disruptif? Merci Elodie et merci à tous les auditeurs. Mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur, les arts et métiers. Ensuite, je voulais travailler dans le beau et je suis rentré chez L'Oréal. J'ai travaillé 6 ans là-bas. D'abord chez Lancôme International, ensuite chez Yves Saint Laurent à la coordination des lancements, prévision des ventes, etc. Ensuite, j'ai travaillé 1 an chez Danone et pendant cette année, j'ai fait une formation avec Ticket for Change et HEC pour devenir entrepreneur du changement. Et je voyais à ce moment-là à quel point l'entrepreneuriat et l'entreprise, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et donc, j'ai tout lâché pour monter une entreprise à impact, sans savoir laquelle. Et à ce moment-là, un peu par hasard, j'ai rencontré François Xavier qui lui travaillait dans le vin, qui a 15 ans de plus que moi, qui est ultra complémentaire. Et ensemble, on a lancé OE pour œnologie, une marque de vin. Raconte-nous plus, parce que alors, vous avez eu l'audace de disrupter complètement cet environnement qui est très codifié, où il y a en plus un énorme taux de pesticides et donc difficile de changer, notamment par le raisin. C'est ça que tu m'avais appris, qu'il y avait un des fruits qui avait le plus fort taux de pesticides, mais je te laisse raconter. En fait, quand on creuse l'univers du vin, qui est absolument passionnant, on voit qu'il y a plein d'espaces où on peut avoir un impact ultra positif. Et entre autres, effectivement, la vigne, c'est 4% de l'agriculture en France, c'est 20% des pesticides. On ne le sait pas, mais le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé, en effet. Alors qu'on peut produire d'une merveilleuse manière, sans pesticides, en bio, agroforesterie, régénérer les sols, le vivant, etc. Et quand on voit que c'est possible, et de fait ça l'est, on voit très physiquement chez les vignerons ces exemples-là, eh bien, moi je me suis dit, mais je ne peux pas promouvoir autre chose qu'une telle agriculture ou une telle viticulture. Et rassure-nous, le raisin sans pesticides, est-ce qu'il a le même goût? Bon, je peux attester parce que j'en mange souvent, mais est-ce qu'il a le même goût qu'un raisin avec plein de pesticides? Il y a des vraies dégustations à l'aveugle qui sont faites pour justement comparer tout ça. Et on voit que les raisins issus de vignes sans pesticides ou bio, eh bien, ils ont un reflet du terroir qui est bien meilleur. Ce n'est pas biaisé par plein d'ajouts. Et donc, si on cherche le vrai terroir, c'est vers ces vins-là qu'il faut se tourner. Et donc, on a commencé comme ça avec OE, d'abord par l'axe du bio, et ensuite, on a poussé. On a vraiment une culture très forte qui fait en sorte qu'à chaque choix qu'on doit poser, on le screen au regard des engagements aussi. Et du coup, en tirant la pelote, ça nous mène à avoir une extrême cohérence de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne, avec des grandes zones d'impact qu'on essaie de travailler et de bien façonner. Oui, alors moi, ce que j'avais trouvé fascinant quand la première fois que tu m'as parlé du projet, au-delà du vin bio sans pesticides, c'est d'avoir osé remettre la consigne à l'ordre du jour, dont on entend énormément parler maintenant. Ouais. Mais quand vous avez lancé OE, vous étiez archi-précurseur. Raconte-nous. C'était il y a 5-6 ans. En fait, on a fait un move important pour la boîte où au début, on achetait des vins des vignerons qu'on recommercialisait. Et après, on s'est dit, on va construire notre propre marque et on va nous-mêmes embouteiller. Et du coup, on avait la main sur toutes les matières sèches, la bouteille, le bouchon, les étiquettes, la colle, etc. Et on a pu, sur chacun de ces aspects-là, faire les bons choix. Et donc, tous les papiers sont issus de papier recyclé, la colle est hydrosoluble, toutes les encres sont végétales, etc. Mais on s'est dit, le sujet de la bouteille, il est majeur. On a des bouteilles, à quoi bon les casser pour en refondre des nouvelles? Oui, surtout que c'est une consommation à la fois d'énergie qui est dingue. Et complètement. Puis, on avait la consigne il y a 50 ans. Exactement. Et donc là, c'était à 5-6 ans. On a commencé à mettre en place les briques pour rendre possible le réemploi dans la filière vin. On m'a dit, tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Bizarrement, ça marche très bien et on rentre là chez des énormes comptes pour installer le réemploi et tant mieux. Et d'autres s'y mettent aussi et tant mieux. Et donc en fait, c'est très simple mais très complexe. Et donc ce qu'on a réussi à faire, c'est orchestrer plein d'acteurs pour qu'ils discutent entre eux, ils se mettent en lien et qu'on rende ces flux très physiques, très logistiques possibles.
Voilà, et maintenant ça marche bien. Et vraiment, on voit que c'est le futur. La consigne ou le réemploi en 3 chiffres, c'est 79% de CO2 en moins, 51% d'eau en moins, parce qu'il faut plus d'eau pour refroidir les moules quand on fait des nouvelles bouteilles, plutôt que pour laver les bouteilles. Et c'est 76% d'énergie en moins. Et donc là, avec la guerre en Ukraine, on a bien vu, les coûts d'énergie ont explosé. Et du coup, les bouteilles réemployées étaient moins chères que les bouteilles neuves. Et donc c'est marrant, c'est un bel exemple de projet à la fois écologique, qui est aussi bon économiquement. Souvent, on a ce contre-exemple écologique et coûte cher. Plus cher. Là, c'est un bon exemple que ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce que vous avez dû lever comme obstacle, principalement, pour mettre en place la consigne? Bonne question. On a plein d'obstacles. En fait, on a essuyé tous les plâtres. Vraiment, on partait de zéro. Et donc, il fallait trouver le bon papier, la bonne colle. Donc, aller voir déjà dégrossir le sujet. Trouver les bonnes bouteilles. Il fallait qu'on harmonise les bouteilles dans toute la France. Donc là, on avait le support du réseau consigne. Il fallait qu'on mette en lien tous les acteurs qui n'étaient pas encore, enfin, qui étaient au début, en tout cas, du lien entre tous, pour quand même avoir un standard pour chacun. Donc, ça, on a contribué à ça. Et après, il fallait trouver les clients à qui on explique ça, qui comprennent, qui voient les bénéfices pour eux. En termes de communication. En termes de communication, en termes aussi de simplicité, parce que par exemple dans un bar, ils servent les vins, ils mettent dans un casier, ils ne sont plus obligés d'aller les jeter à 1h du matin, etc. Donc il y a plein de bénéfices, mais il fallait bien expliquer tout ça pour rendre ça possible, quoi. Et les principales résistances de ceux qui justement avaient du mal à adopter la consigne, c'est quoi? C'est le manque de place, c'est modifier ses habitudes? Il y a le sujet du manque de place, dans les petits lieux, surtout parisiens. Ouais. Il y a le sujet, si on parle de retail, où il y a un client en plus, donc il faut consigner la bouteille au client, il faut qu'il la rapporte, donc c'est un nouvel usage, enfin une nouvelle manière de consommer, il faut bien qu'il revienne. Donc c'est la communication en plus. Oui, parce que enfin, du coup, ça, tu nouveau. factures, enfin, finalement, les grands distributeurs, par exemple, ils facturent la bouteille et ils redonnent au consommateur quand ils la rapportent ou pas? Comment ça marche? Certains oui, certains non. Ok. Dans tous les cas, il y a un nouvel usage, quoi, un nouveau schéma à inviter le consommateur, et donc c'est plus complexe, quoi, en fait. Donc il faut rendre ça possible. Et en fait, on voit à quel point les gens ne veulent pas changer, ou sont dans une habitude qui tombe bien et c'est OK. Et voilà. Et en même temps, c'est une force parce que du coup, on arrive à quelque chose de disruptif, complètement nouveau, un nouveau geste qui est très concret. Et dès qu'on en voit les bénéfices, il n'y a pas de débat, en fait. Et tu pourrais dire qu'OE a inspiré un certain nombre d'acteurs, notamment dans ces sujets de consigne? Je sais que oui. Ouais. Et ce que j'aime bien chez OE, c'est qu'on a notre impact à nous, mais le plus grand impact qu'on a et qu'on sait avoir, c'est un peu ce qu'on appelle l'ombre d'impact. Donc toute l'inspiration qu'on peut donner à d'autres, à la fois sur c'est possible, le changement est possible, venez on y va, et à la fois d'autres de la filière vin. Nous, on fait des livres blancs sur le zéro déchet, et dont la consigne. Et donc, il n'y a pas une semaine où on ne fait pas un talk, un podcast ou une conférence sur ces sujets-là pour aider les vignerons ou la filière à basculer. Et c'est intéressant parce que ça ouvre le sujet de la coopétition, où on a plus intérêt à ce qu'on ait des concurrents sur la consigne ou le réemploi, parce que c'est un enjeu logistique. Si on est tout seul, ça ne marchera pas, parce qu'on n'aura pas les volumes possibles. Il faut que toute la filière bascule. Et donc, il faut qu'on motive nos compétiteurs à aussi nous copier. Ok. Et comment est-ce que tu as réussi à convaincre des vignerons au départ sur le projet OE? Parce que ça nécessitait aussi des engagements forts pour eux en termes de respect d'un certain nombre de normes et d'impact. Et maintenant, je sais que tu es encore poussé plus loin le principe en créant une foncière OE. Ouais. C'est une brique de plus dans l'intégration de la chaîne de valeur. En fait, les vignerons, la majorité des vignerons, ils vont au négoce et donc ils disparaissent complètement. Leurs vins sont mélangés et eux, ils sont juste fournisseurs de tel ou tel cépage. Le marché des purs vignerons où on achète la bouteille aux vignerons, c'est 2% du marché, c'est vraiment minime. Et donc nous, on est très transparent avec les vignerons. Il y a un QR code sur la bouteille, on le scanne, il y a directement le vigneron qui te parle et qui te dit voilà, c'est moi Denis qui ai fait ce vin, cliquez ici, on visite les vignes, cliquez ici, on visite le chef. C'est très transparent, c'est très simple. On les connaît bien, on s'inscrit dans le temps long avec eux. On donne, depuis 9 ans qu'on a créé OE, 1% de notre chiffre d'affaires pour les aider à aller au-delà du bio, planter des haies, analyser les sols, remettre des couverts végétaux, etc. Donc vraiment dans un esprit de coopération. Exactement. Et donc ça, eux, ils sont très favorables à ça, favorables à apprendre aussi avec nous. C'est aussi des débouchés commerciaux supérieurs ou différentes pour eux. Et après, on s'inscrit dans un mouvement avec eux. Donc on a tout un plan de transition ou d'amélioration qu'on essaie de cofinancer et on essaie de les animer pour aller plus loin. Pour autant, ça reste au rythme des vignerons et on ne va pas non plus les brusquer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ouvert la foncière OE
pour acheter notre propre domaine. Donc là, on vient d'acheter notre premier domaine en Vallée du Rhône pour en faire un peu un laboratoire et rendre possible des actions de régénération. On est très bon, et on pourrait détailler encore plus, mais sur la décarbonation. Et l'idée, on veut être une entreprise qui aussi fait le bien, et donc plus de biodiversité, plus de vivants, plus de vie dans les sols, etc. Et ça, on voit qu'on peut le rendre possible. Et concrètement, comment ça se passe pour mettre plus de biodiversité, plus de vie dans les sols quand tu as une vigne avec toutes les contraintes qu'on connaît Ouais. Et la chance du vivant, c'est qu'il se multiplie, enfin il est vivant, quoi. Et donc si tu favorises ça, et donc ça veut dire déjà couper tous les pesticides et tout ce qui peut être néfaste, et bien si tu commences à planter les bonnes essences, et bien ça remet toute il y a un effet toute une vertueux boucle. de remise en Et donc c'est le route sujet dans biodiversité avec toutes les boucles que génère la biodiversité, c'est les arbres, c'est les sols, c'est l'eau. Si tu mets des couverts végétaux, eh bien tu as plus d'humidité sur la surface du sol, et donc du coup tu as plus d'insectes qui apportent plein de choses dans les sols aussi. Enfin, voilà, c'est remettre en place ces cycles de la vie en fait pour qu'ils reprennent leur place normale. Quoi. Et combien de temps ça prend pour passer une vigne, je ne sais pas si c'est la réponse, mais d'un mode justement un peu ancien, pesticides, etc., Ouais. à un mode plus équilibré, et pour reconstituer le sol? Moi j'avais entendu que dans certains cas c'était 30 ans. Ouais, alors légalement pour passer en bio c'est 3 ans, mais que bio. Nos vignerons nous disent au bout de 10 ans vraiment ça commence à être ok, et après tu as des zones tellement affectées, si je puis dire, où ça peut être plus, mais moi j'ai en tête 10 ans quoi, en très gros. Mais quand tu vois ça, mais vraiment de tes yeux, tu vois, c'est merveilleux, c'est tellement La différence, génial, quoi, émerveillant. Enfin, je sais c'est pas, sûr, il y a un truc génial. c'est vrai, c'est sûr. Ouais. Et puis l'effet rebond de ces initiatives Ouais. Et puis, qui engagent. Et puis c'est beau, c'est les vignerons sont heureux de ça, enfin, il y a une fierté, ça dépasse juste les vers de terre. Quoi. Ça va bien plus loin que ça. Et nous, on voit dans l'équipe, il y a une certaine joie dans ce qu'on fait, qui se révèle aussi dans la communication qu'on peut délivrer, etc. Ça, c'est une chance qu'on a qui est absolument géniale. Oui, ça fait une bonne transition justement parce que dans la tagline OE, le beau, le bon, le bio, donc ça c'est dès le départ. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à articuler ces dimensions, notamment dans la gestion de l'entreprise? Et j'aimerais bien que tu nous racontes ensuite l'expérience Bicorp. Qu'est-ce que ça vous a donné? Notre baseline, c'est le bien par le bon. On croit qu'on peut faire le bien au travers des bons vins. Et pour la petite histoire, il y a très longtemps, avant que je fonde OE, j'avais rencontré une femme qui était en fin de vie et qui me disait « Je ne regrette pas le mal que j'ai fait, mais le bien que je n'ai pas fait ». Et vraiment, ça m'a touché, moi en perso, et je me suis dit aussi « Mais ça veut dire quoi en tant qu'entreprise? Est-ce qu'une entreprise doit faire le bien? C'est quoi le sens de tout ça ?» Et en creusant, je vois des modèles comme Patagonia ou justement les Bicorp qui font de leur business une force pour le bien commun. Et après, quand tu commences à creuser ces sujets-là, mais c'est absolument passionnant. Et c'est utiliser ton business, c'est-à-dire faire un vrai business rentable, durable, qui tient la route avec une vraie entreprise, mais comment tu mets ça au service du bien commun et comment ce modèle-là peut montrer la voie, comment il peut craquer de nouvelles innovations pour l'écologie ou pour le social. Et utiliser ce qu'on a dans les mains à ce profit-là. Quoi. Et quand tu mets la main dedans, mais c'est tellement passionnant. Et quand tu mets les équipes, quand tu libères les équipes là-dessus, absolument passionnant et génial en termes de branding, en termes d'histoire, en termes de marketing, en termes d'adhésion, de joie dans l'équipe, de recrutement, enfin, génial sur tellement d'aspects, franchement 5 étoiles. Et Bicorp nous a énormément aidé là-dedans. Et donc Bicorp, pour bien comprendre, c'est un mouvement initialement américain. Aux USA, une SAS, comme en France, c'est une C Corp, Capital Corporation, et une Bicorp, c'est Benefit Corporation, une boîte qui a pour mission de faire, non pas du capital, mais le bien. Le porte-étendard, c'est Patagonia, mais il y en a plein d'autres. Il y en a 450, je crois, en France maintenant. Oh oui, on était la 20e en France. Et en fait, c'est un très grand questionnaire, très dense, et pas du tout que sur l'écologie, mais vraiment sur plein de différents aspects. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce questionnaire, donc il évolue dans le temps. Tu peux le faire gratuitement, juste pour voir où tu en es. Jusqu'à présent, alors les standards vont changer, etc., mais jusqu'à présent, il faut avoir 80 points pour être Bicorp. Une entreprise à l'ancienne a autour de 40 points. Nous, on a commencé avec 82 points, après on a eu 98 et là on a 103 points. Et donc ça te pose des questions très concrètes. Ce n'est pas dans l'intention, ce n'est pas 2050, mais c'est est-ce que tu pèses tes déchets? Oui, non. Montre-moi la courbe. Ok, bon, très bien. Est-ce que tu es dans une banque éthique? Oui, non, etc., etc. Et donc ça vient pointer du doigt plein de questions. Et nous qui étions déjà très engagés, très conscients de tout ça, en fait ça nous a bousculés sur bien des aspects. Par exemple la banque éthique, on n'y était pas, maintenant on est à la MEF, qui est une banque éthique. Et on avance comme ça, et donc ça nous pousse à avoir vraiment un mouvement. Ça vient aussi crédibiliser toute la démarche qu'on a. Et il y a une lecture à l'étranger, et maintenant de plus en plus en France,
des entreprises Bicorp et de la culture qu'elles ont, qui est franchement géniale, quoi. Et comment tu as mobilisé ton équipe dans une démarche qui prend du temps, qui est effectivement exigeante, puisque la certification, elle se révise Tous les 3 ans. tous les 3 ans, mais donc Ouais. il y a à la fois des programmes, il y a une possibilité de perdre la certification. Ouais. Donc, comment vous aviez mis en place justement ce changement et engagé tes équipes? Qui tu avais mis dans le dispositif, si tu veux bien préciser? La toute première fois, on s'est dit, on va devenir Bicorp, on y consacre 2 heures chaque vendredi matin, une personne de l'équipe et moi, et ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le devenir. Et on ne savait pas combien de temps ça prendrait, et on a pris 1 an pour ça. Ok. Mais si ça aurait pris 2 ans, on aurait pris 2 heures chaque vendredi pendant 2 ans. Voilà, et après, pour les recertifications, c'était plus facile parce qu'on avait déjà cette base-là, et nous, on a cette culture qui fait qu'on est tout le temps en train de s'améliorer, tout le temps en train de cranter des différents sujets d'engagement. Et donc, c'était assez naturel quand on a refait le questionnaire. On était tellement dedans que c'était OK pour le repasser. Et maintenant, on a 2 personnes dans l'équipe qui sont B-leaders, donc qui sont formées pour accompagner d'autres entreprises à passer Bicorp. Et donc, elles ont pris, ces 2 filles, elles ont pris le sujet et boum. Génial. Mais on en profite aussi pour, donc il y a ce grand questionnaire, pour le prendre, le couper en petits morceaux et le confier à toute l'équipe. Et comme ça, tout le monde a un rôle à jouer dans ce grand questionnaire, puis comme ça se forme aussi à nos différents engagements. Concrètement, c'est combien de questions, Bicorp? Ça dépend des entreprises, parce que quand tu as des questions qui ouvrent d'autres questions, Ouais. je sais pas, il y a peut-être 200 questions. Quelque chose. Ok. Et vous avez aussi décidé d'être entreprise à mission, n'est-ce pas? Oui. On a d'abord été Bicorp, ensuite on a été entreprise à mission. Qu'est-ce que ça apporte en plus ou de différent? Il y a un comité de mission qui est là aussi pour bien structurer ça. C'est peut-être mieux compris en France, je trouve, le fait d'être entreprise à mission. Ça dit quelque chose, on a une mission et donc on se bat pour cette mission-là. Là où Bicorp peut être plus perçu comme un label parfois. Voilà, c'est très complémentaire. Quand tu es Bicorp, c'est facile d'être entreprise à mission. Et donc, voilà. Et comment est-ce que toutes les dimensions d'impact que tu as mis au cœur de ton projet impactent aussi ton style de leadership? En fait, la chance qu'on a, c'est que justement, on se bat pour des causes qui nous tiennent à cœur, qui nous dépassent complètement, qui nous forcent à être ultra ambitieux, si on veut vraiment chercher à y répondre, et en même temps très humble, et de se mettre au service. Et il y a un truc chez OE de servir. Et donc, on parle plus de référent que de manager, donc on essaie de servir son équipe. Moi, j'essaie de donner à l'équipe tout le nécessaire pour qu'ils puissent délivrer comme nécessaire, etc. Et il y a vraiment cette posture-là que j'aime beaucoup, de grande ambition et de belle humilité, ou de belle simplicité. Il y a aussi la question du handicap chez OE, qu'on a en interne, et qui force à avoir les pieds sur terre, je trouve, à la fois de s'émerveiller de petites choses et de rester les pieds sur terre. Tu accueilles combien de personnes en situation de handicap? On en avait 2 jusqu'à présent, on est 20 dans l'équipe. On en avait 2, il y en a un qui est parti récemment, mais volontaire. Enfin, justement, le but c'était qu'il parte après 5 ans chez nous, et donc il part vainqueur, donc trop belle histoire. Aujourd'hui, il y en a un avec nous qui est, on va dire, simple, et qui nous apporte mais tellement, sur 1000 aspects. Et donc le leadership, je trouve que c'est bien montrer l'ambition, montrer ce qu'on veut servir, pourquoi on veut le servir, être assez radical sur les choix qu'on doit faire, nourrir en conscience aussi l'équipe, à la fois sur les enjeux et à la fois sur où on en est en tant qu'entreprise, où chacun aussi en est, bien avoir une belle lecture de tout ça et savoir qu'est-ce qu'on veut délivrer. Pourquoi on fait les choses. Pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous réunit. Et on se le répète souvent en fait. Et moi je répète, et il y a bien des réunions où on doit faire un choix, mais même parfois un choix simple, on dit ok, le bon choix c'est celui-là et on sait pourquoi on le fait. Et boum, voilà, c'est d'avoir une lecture, d'être très cohérent, ça nous aide beaucoup. Tu m'avais partagé justement que vous aviez dû faire des choix de réorganisation d'équipe pour continuer à développer et stabiliser l'entreprise, que ça s'était justement très très bien passé, parce qu'il y a ce style, cette inspiration particulière qui a donné les clés de la réussite de ce projet. Qu'est-ce que tu pourrais partager là-dessus? Il y a un sujet, on essaie de travailler la subsidiarité, et donc de vraiment donner la confiance aux équipes et faire en sorte au maximum que ceux qui font décident, vraiment en connaissance de très concrète. Un autre aspect, c'est qu'on est très transparent sur tout, y compris sur les salaires, ce qui fait que des décisions parfois dures d'entreprise ou complexes, grâce à ça, peuvent être faites très rapidement. Et là-dessus, et acceptées. Et là-dessus, très concrètement, on a fait Donc l'idée, c'est de garantir la pérennité de l'entreprise. On a fait un cercle pérennité. On a demandé à plusieurs personnes de l'équipe qui représentent chacun des pôles de l'équipe, opérations, marketing, commerce, etc. Et puis chacun des niveaux aussi de hiérarchie, si je puis dire, d'être dans ce cercle-là. Et en leur disant, voilà les contraintes financières qu'on a, voilà ce qu'il faudrait réussir à résoudre ou ce vers quoi il faudrait tendre, comment on peut le faire. Et donc ils ont travaillé. Et donc François-Xavier et moi, les 2 cofondateurs, on n'était pas dans ce cercle-là. Et le cercle nous a proposé des solutions, des propositions, des mesures. Entre autres des mesures où des gens du cercle disaient, en fait il faut que je parte pour le bien du projet. Et on a fait ça, mais hyper vite. Enfin vraiment c'était... et très beau, et l'équipe était emmenée, confiante. C'était franchement assez incroyable.
incroyable. Assez touchant aussi, mais Ah incroyable. oui, quelqu'un qui dit en fait il faut que moi je parte, c'est assez étonnant dans Ouais, une organisation. Et tu témoignais aussi qu'il y a quelque chose autour de la joie qui est très présent chez OE et qui se manifeste par des petites actions. J'ai adoré, j'ai envie que tu partages l'histoire des ballons au retour des vacances. En fait, j'aime bien ce sujet de la joie parce que je trouve que c'est un bon thermomètre. Il y a évidemment le chiffre d'affaires, la renta, la croissance, le machin. Mais ce truc de joie, je trouve qu'il est très... Enfin, il fait nos journées, en vrai. Quand on va au taf et qu'on est joyeux, qu'on est content, bah, notre vraie vie, elle est là, à chacun. Et je trouve qu'une entreprise où il y a de la joie à travailler ensemble, bah, c'est... Et il y a plein de facettes à ça. Mais par exemple, là, c'était la rentrée des classes, si je puis dire. Et on arrive, et Julie de l'équipe a mis des ballons partout, des petits mots, welcome back l'équipe, etc. Enfin, très simple, mais tellement touchant, tellement sympa. Et voilà, on a une petite tradition, dès qu'on fait des apéros ou une soirée d'équipe, il y en a une tous les mois, et ben chacun trinque pour quelque chose qui lui tient à cœur. Et même quand on est très nombreux, on le fait. Et qu'on soit cofondateur ou tout nouveau stagiaire, et ben en fait chacun a la parole. Et en fait c'est hyper touchant parce que tu as des gens qui vont trinquer à leur grand-père qui est décédé il y a 2 semaines, d'autres à une virée en montagne qu'ils ont pu faire. Enfin c'est hyper touchant, hyper authentique. Oui, chacun partage quelque chose de lui-même. Ouais, exactement. Intime. Ouais, voilà. Excellent. Et on fait une rando d'équipe chaque année, les vendanges chaque année. Donc c'est aussi des moments où on est avec la nature, on sait pourquoi on se bat. Tout ça, ça aide, je trouve, à avoir une dynamique joyeuse. Et alors comment est-ce que tu arrives à te ressourcer en dehors? Dure question. Tes 4 enfants. J'ai 4 enfants ta petite famille. et c'est un vrai défi pour moi. Assez récemment, il y a peut-être 2 ans, j'ai quand même trouvé que partir en nature, sortir le téléphone, être vraiment ensemble et je prends un de mes enfants et on part à bivouaquer ici ou là. C'est les moments où moi je me ressource le mieux. Je redécouvre quand même la lecture. Pendant un temps, je lisais beaucoup, j'ai un peu stoppé et là je reprends. Et je vois que quand même tu sors des écrans, tu plonges dans autre chose. C'est sûr. Alors en fait, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais reprendre ce goût-là, ça a beaucoup de valeur. Voilà, et après c'est aussi se bloquer des moments. Je me bloque un jeudi après-midi par mois, pour avoir un espace pour moi, parce qu'entre la maison où il y a la vie de famille qui est ultra dense et le boulot où c'est aussi ultra dense, bah, j'essaie de me forcer des temps de ressourcement. Ouais. Et de créativité, Ouais, oui. de régénération. Exactement. Génial. Et alors comment est-ce que tu as réussi avec François-Xavier, ça c'est vraiment un énorme enjeu, mettre de l'impact dans le quotidien, ça, dans ton entreprise ça marche, mais en même temps à trouver des investisseurs qui sont sensibles à cette dimension et qui suivent dans le temps avec une durabilité qui est un petit peu au-delà d'un parcours classique de start-up, on dirait. En fait, il y a tellement de personnes qui voient la valeur de l'argent et au-delà de la valeur purement financière, le pouvoir ou la capacité qu'a cet argent à créer le changement. Et on arrive à échanger avec ce type d'investisseurs qui ont une vision franchement merveilleuse de l'argent qui leur a été confié. Et ils veulent l'investir pour appuyer des projets qui percent et aller au service du bien et qui montrent la voie. Exactement. Et ça peut être rentabilité. Ça peut être rentable, c'est peut-être plus. Il y a plein de différences, mais en même temps, ils rentrent dans une aventure pour créer le changement, pour apprendre de tout ça. Apprendre de la culture qu'on arrive à avoir et qui génère ces changements-là. Voilà, donc on a réussi à en trouver. Puis après, il y a un peu un effet boule de neige. Quand il y a tel investisseur, d'autres ont confiance et voilà. Mais vraiment, je pense à plusieurs personnes qui sont au capital chez OE, qui, ou bien par leur argent, ou par la confiance au travers de leur argent, leur confiance donnée à transformer des choses chez OE ou à contribuer à transformer des choses, ou bien des investisseurs qui, on voit que, enfin vraiment, j'ai la phrase, mais il nous a dit, mais ce que vous faites est trop important pour ne pas vous soutenir. Et je trouve que c'est mettre l'argent à la bonne place quand on le voit comme ça. Évidemment, il y a un sujet de rentabilité, plein de sujets très financiers. Pour autant, quand on voit cette capacité-là et quand en tant qu'investisseur, on découvre cette capacité-là de l'argent, mais c'est génial, hyper beau. Et comment tu vis le paradoxe de certains fonds impact qui, du coup, ne soutiennent pas de projets type OE parce que ça touche à un domaine qui est le vin, considère comme étant un potentiel domaine d'addiction et donc avec un danger. Dans un sens, ils ont raison, parce que vraiment, il y a des sujets d'addiction et j'aime bien aussi pousser un business model à son extrême pour voir quelles sont les conséquences. Et donc, si nous, on pousse à l'extrême, il y a un sujet autour de l'alcool. Pour autant, j'aime bien aussi partir du réel, partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens boivent du vin. Le marché du vin, c'est 8 milliards d'euros par an en France. C'est le fruit le plus pesticidé. Enfin, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut le transformer, partir du réel. Et dire juste, ce sujet n'existe plus, c'est être en dehors du réel, quoi. Et donc, je pense qu'il faut le transformer. Contribuer à boire moins et mieux. Contribuer à faire que la vigne en France soit dans le monde ultra pionnière sur nos sujets de bio-agroforesterie. Et ça, c'est un move absolument passionnant pour la France qu'il faut appuyer. Et c'est une chance qu'on a. Parce que de fait, les gens continuent à boire du vin. Et il faut faire ce move-là.
Pour autant, il ne faut pas dénuer, il ne faut pas oublier ces questions de l'alcool et donc aussi trouver des mouvements par rapport à ça. Et donc d'ailleurs, ça fait partie de vos réflexions d'aller créer des autres boissons? Eh bien, je ne dévoile pas encore tout, mais on travaille à proposer d'autres choses que purement le vin. En fait, ce qu'on voit, c'est que le vin, au-delà de la bouteille ou de la boisson, c'est le moment, c'est des rires, des pleurs, des rencontres, des festivités. Enfin, des interactions. C'est ça. Du lien. Ça, c'est le vin ou le champagne. Et donc, si on peut non pas remplacer le vin, mais parfois proposer autre chose, tout en renforçant ces moments-là, l'authenticité, eh bien, avec plaisir, avec joie. Et donc, on y travaille, mais c'est encore en chemin. Génial. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à convaincre un certain nombre de grandes enseignes ou restaurants ou compagnies aériennes justement de référencer les vins OE? C'est quoi les éléments du pitch principaux auxquels les gens sont sensibles aujourd'hui? En fait, maintenant, on voit bien que les entreprises, et en particulier les grandes entreprises, cherchent à se transformer. Et en partie, c'est très dur de se transformer soi-même. La partie peut-être la plus facile pour se transformer, c'est juste déjà d'acheter bien. Et donc déjà, ça c'est assez facile comme move. Et donc quand on leur présente OE avec cette extrême cohérence qu'on a depuis la vigne, tout le packaging, cette histoire de manière de construire l'entreprise, et on n'en a pas parlé, mais tout l'écosystème qu'on essaie de tirer vers le haut, et bien quand on leur présente ça, il y a comme une évidence pour eux. Derrière, il y a plein de leviers de communication. Nous, on construit une marque, et donc ça veut dire qu'on peut coopérer entre marques, collaborer, co-créer des choses, co-brander des choses, etc. Donc ça, c'est un vrai levier qu'on a que tout le monde n'a pas dans le monde du vin. Oui, vous avez une marque géniale pour ça, qu'on peut stretcher et associer avec ouais, plein de bons moments. Qui est aussi très visuel, donc on peut avoir plein de beaux contenus là-dessus. Et après, avec nos grands comptes, on commence aussi un nouveau chemin. Maintenant qu'on a les domaines OE, eh bien, il y a des premiers grands comptes qui investissent leur budget de biodiversité dans les domaines OE pour des actions précises, dans le domaine dont on fait le vin qu'on sert chez eux. Et on raconte cette histoire-là qui est absolument géniale, qui se rapproche de la circularité. Voilà. Et nous, on est acteurs du changement, on crée ces boucles-là, on adore être créatifs. Et ça, les grands comptes, ils voient une belle valeur de communication. C'est aussi très concret, ça rend leurs actions d'engagement très factuelles. Oui, vous participez à les décarboner et ça a un impact, j'imagine, aussi sur leurs équipes. Et tu peux nous parler de votre dernier, j'ai envie de dire le nouveau step qui est encore d'aller plus loin dans la boucle du low carbone en ayant expédié vos vins par la voile. Là pareil, il y a encore peu de temps on me disait mais pas possible, et là juste avant l'été on a été les premiers au monde à expédier nos vins à la voile à New York, où les bouteilles sont consignées, lavées à New York et on va réembouteiller à New York. Et donc l'ensemble de la chaîne n'a jamais été fait. La voile c'est 90% de CO2 en moins, ça prend 3 semaines au lieu de 2 semaines. Donc c'est peu d'impact. Et voilà. En termes de temps. En termes de temps et un énorme impact écologique. Le réemploi, c'est 80%, 79% de CO2 en moins. Et donc sur l'ensemble de la chaîne, c'est vraiment game changer, quoi. Et pendant tout un temps, on s'interdisait à faire de l'export parce qu'on ne voyait pas la belle manière de faire l'export, comment on pourrait pas que faire de l'argent, mais transformer. Et quand on voit cet exemple-là, on se dit, mais en avant, il y a tellement à faire là-dessus. Et on voit que c'est possible, on voit que ça a du sens, on voit qu'économiquement, on s'en sort, en avant. Génial, défricheur. Ouais. On pourrait dire ça. Essuyeur de plâtre, sinon. Défricheur, c'est plus simple. On prend mais on commence par défricher, par essuyer les plâtres aussi au début. Oui. Est-ce que tu as une expérience d'échecs ou de difficultés que tu as pu dépasser, qui t'ont particulièrement structuré et que tu auras envie de partager? Ouais, une difficulté, il y a longtemps, je dirais, 6 ans. On était en pleine levée de fonds. Moi, je me donnais à fond, il fallait que j'aille tout le temps à Paris, tout le temps être en bonne humeur, tout le temps avoir des bonnes nouvelles, etc. À côté de ça, on avait notre deuxième enfant qui était né, et donc petite nuit, rythme un peu fou, etc. Et là, à un moment, crise d'angoisse, plus de force, plus rien. Et Claire, ma femme, me dit, mais Tom, ce que tu fais, c'est bon, c'est vraiment, tiens, ce que vous faites est beau, je crois qu'elle m'a texto dit ça. Et là, vraiment, je me suis dit, vraiment qu'on a un projet merveilleux dans les mains, et qu'il faut que, j'en suis un peu garant là, à ce moment-là, et que si ça passe bien, si cette énergie-là, on arrive à la convertir aussi pour le coup d'investissement à ce moment-là, eh bien ça pourra décupler, être vraiment porteur de changement à plus large échelle, et maintenant on le voit beaucoup plus maintenant. Donc c'est un moment comme ça de fébrilité et en même temps de qui m'a beaucoup appris aussi. De soutien inconditionnel. Exactement. Sachant que c'était dur pour nous deux. Et ça fonctionne. Voilà, après il y a plein de moments d'échecs. J'aime bien comme cette phrase où en start-up il faut faire le plus d'erreurs le plus vite possible pour apprendre le plus vite possible. Et donc ça on essaie de le vivre au maximum chez OE. On pourrait sûrement trouver d'autres. Non mais l'important c'est plutôt maintenant qu'est-ce que tu dirais de quoi est-ce que tu es le plus fier peut-être aujourd'hui, même si la fierté c'est pas forcément ta première caractéristique parce que l'humilité est une valeur centrale chez toi, mais de quoi est-ce que tu es le plus heureux aujourd'hui dans le projet OE? C'est dur cette question. De quoi je suis plus heureux? J'ai l'impression que je suis partagé entre dire l'équipe qu'on a, franchement on est une équipe, mais moi il n'y a pas une journée où j'ai pas de joie, je vais dire plus, mais au moins de joie à retrouver l'équipe. De reconnaissance. Et de reconnaissance à travailler avec des gens aussi franchement exceptionnels, quoi. Et le lien qu'on arrive à avoir entre nous, mais ça rend possible des choses. Ça je trouve ça,
Enfin, franchement, on peut en être vraiment fier parce qu'on arrive à être suffisamment créatif, suffisamment concret pour rendre des changements possibles. Souvent, je prends l'exemple des tableaux de Yves Klein, les monochromes bleus. N'importe qui peut prendre un peu de peinture et faire un monochrome bleu, quoi. Et passer de 0 à 1, c'est le plus dur. Lui, il a été le premier et quand même, on arrive à montrer la voie sur certains aspects pionniers. Et donc ça, j'avoue que j'en suis plus fier parce que c'est notre culture qui rend ça possible. Et de façonner une entreprise avec une culture forte, je sais que c'est un énorme défi. Et quelque part, dans un sens, on a un peu réussi, quoi. Et c'est un bel actif, effectivement. Bon, alors après, il y a plein d'autres choses dont on est fier, mais je sais pas, quand on va chez les vignerons, on voit que c'est comme des gens très simples, ancrés dans le terroir, etc. Et quand on voit qu'eux sont fiers de bosser avec OE pour un changement encore plus grand qui les dépasse complètement parce qu'eux, ils sont pas en lien avec les réseaux parisiens, tous les lieux très sympas dans lesquels nous, on peut être en tant que marque, quand on voit leur fierté d'adhérer à un projet ou d'être partie prenante, moi, je trouve ça vraiment génial. Et là, c'est une dernière chose, quand on voit Fabrice de l'équipe avec son handicap, on fait notre tour de trinquage là, et lui qui nous dit merci l'équipe pour votre confiance, merci parce que vous me faites grandir, enfin, des trucs hyper touchants. Franchement, on peut se poser toutes les questions de rentabilité, d'équilibre, de machin, ce qu'on veut. Ces moments-là, mais ils valent de l'or, quoi. Vraiment, c'est fabuleux. Quand tu vois qu'aujourd'hui, les sujets d'impact ont tendance à moins occuper l'espace médiatique, ça c'est sûr, et même être remis un peu en second rang par rapport à d'autres préoccupations qu'il peut y avoir dans les entreprises. Comment est-ce que tu vis ça et qu'est-ce que tu auras envie de passer comme message à toutes les entreprises qui sont en cours de transition ou de transformation de leur business model pour pas lâcher alors qu'il y a plus de vent contraire? En vrai, ça me fait peur, vraiment, parce qu'avec OE, pour le coup, on est tellement dans ces sujets-là qu'on est très conscient, on voit très bien les chiffres, on voit bien, on creuse ces sujets-là. Vraiment, on lit beaucoup pour apprendre sur toutes ces causes qu'on peut servir. Et quand même, c'est flippant quand on se rend compte des vraies choses, quoi. Enfin, je sais pas, on prend le sujet biodiversité dans les vignes, on a perdu 80% des oiseaux des champs, par exemple, là, en 50 ans. Et quand je vois à quelle vitesse on ne va pas dans le changement, moi, ça me fait flipper, vraiment. Parfois, ça me met en colère. Et qu'est-ce que je dirais aux entreprises qui sont en mouvement? Je dirais, il y a un levier que nous, on active à fond chez OE. Alors, on est petit, donc tout n'est pas forcément comparable, mais c'est de libérer les équipes et de dire, les gars, sur ton périmètre, qu'est-ce que tu peux faire pour servir le bien commun? Et il y a forcément plein de choses à faire sur chacun des périmètres. Délégation, subsidiarité. Déléguer à fond et rendre. Allez-y les gars. Et c'est pas forcément des coûts, parfois oui, mais pas toujours. Parfois c'est juste reboucler un truc, demander quelque chose, acheter autrement et libérer les choix là-dessus. Déjà, je pense que le changement il est majeur. Et après, je pense qu'il faut que les équipes dirigeantes soient conscientes, soient formées, fassent que des fresques du climat, rencontrent des scientifiques, rencontrent des experts. Aille à la mer de glace, se rendre compte avec les yeux, quoi. Et après, se dire, c'est peut-être plus perso, mais qu'est-ce que je veux servir, quoi. C'est quoi, pourquoi je suis sur Terre, quel rôle je veux avoir, c'est quoi mon rôle de dirigeant, qui je veux servir. Ouais, voilà. De quoi je veux être fier quand je serai à la retraite. Je trouve que ces questions-là qui sont un peu philosophiques ou je sais pas quoi, mais au final, elles sont très concrètes, elles sont dans les choix d'aujourd'hui, elles sont dans les décisions qu'on prend aujourd'hui. Et quand on voit tous les bénéfices, on parlait de la joie, mais de recrutement, même, il y a des bénéfices très humains, très perso, mais aussi très tangibles, de purs chiffres, quoi. Pas trop se poser de questions, il faut foncer. Et en plus, les entreprises qui ne le font pas ne seront plus là demain, quoi. Donc, même sans conviction, il faut y aller. Donc, il faut foncer. Bonne incitation. Et j'ai envie de te poser la question aussi de la communication, parce que toi, tu communiques beaucoup de manière, j'ai envie de dire, très cohérente, inspirante, et tu as choisi de communiquer beaucoup sur LinkedIn depuis pas mal de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires comme bénéfice aujourd'hui et qu'est-ce que ça a permis de changer aussi dans l'image de OE, peut-être aussi dans l'attractivité de l'entreprise? Ouais, donc tu tires beaucoup de bénéfices. Moi, je suis très content de faire ça. Je trouve cool d'échanger avec une communauté. Et c'est pas juste je poste sur un réseau puis je vois ce qui se passe, mais quand même, on échange en communauté et dans un sens, on fait connaissance, on interagit. Mon rôle, peut-être plus perso, c'est le rôle d'OE, mais c'est aussi mon rôle perso, c'est d'être acteur du changement. Et je veux générer ça, je veux inciter ça chez les autres ou inspirer, tout en restant très simple. Et donc, je veux aussi bien mettre les mots sur telle chose m'a émerveillé, telle chose on a réussi à passer de A à B, etc. Et donc, rendre tout ça très tangible. Je veux aussi féliciter et les équipes et nos partenaires chez qui on rentre et chez qui on arrive à activer le changement. Et quels sont les bénéfices Après, c'est tous les bénéfices d'être un peu visible sur LinkedIn. Et donc, c'est de pouvoir rentrer en relation plus facilement avec telle ou telle personne. C'est d'avoir peut-être plus vite la confiance de telle entité. C'est peut-être aussi d'évangéliser nos clients ou nos prospects, pour que plus rapidement on puisse travailler ensemble. Voilà, c'est un peu large. Mais... Et tu arrives à aujourd'hui fédérer des investisseurs qui sont vraiment complètement alignés sur la durée de vie de ton projet, parce que c'est souvent le sujet majeur, je reviens à cette question, parce que nous on voit bien à quel point parfois on doit militer pour une forme d'extension du temps
dans l'investissement pour arriver à des projets qui sont justement disruptifs d'émerger et de faire rejoindre ton cours et la nécessité de la rentabilité à court terme avec le temps long de la transformation? Ouais, c'est un vrai défi, ces histoires d'investissement. On a énormément d'investisseurs, enfin beaucoup d'investisseurs qui sont très conscients de ce qu'on fait et qui n'attendent pas de... Enfin, s'ils gagnent de l'argent, tant mieux, c'est cool, mais ils veulent soutenir un projet, soutenir une mission, ils voient que ça prend, que ça met le temps que ça nécessite, beaucoup comme ça. Tous ne le sont pas forcément, effectivement, et donc c'est un vrai défi de s'associer aux bons investisseurs qui sont dans le temps long et qui ont vraiment cette volonté de générer le changement et que ce soit leur vraie volonté et que le fruit, c'est le ROI ou c'est chose quoi, mais c'est pas la fin. Et donc c'est vrai qu'on échange beaucoup avec des family office ou avec des BA qui veulent investir dans le temps long, qui veulent aussi pas que investir mais apprendre du projet, contribuer à un projet, être dans le truc pour aussi avoir cet esprit de pionnier, de transformation et qui, eux, utilisent ce vecteur-là ou ces échanges qu'on peut avoir ou cette nourriture pour aussi l'adapter sur leur business actuel, etc. Et ça, c'est une belle richesse qu'on a chez OE et qu'on offre à nos investisseurs. Merci de ça. Et j'ai ma dernière question par rapport à ton lien avec ton associé, François-Xavier. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça t'apporte spécifiquement d'avoir un associé comme lui? Comment vous nourrissez votre association? Est-ce que vous avez des rituels de communication à partager pour que justement ça fonctionne dans la durée? Eh bien, donc François-Xavier, il a 15 ans de plus que moi, il a fait Polytechnique, il a bossé dans le retournement d'entreprise, il avait bossé dans un grand domaine viticole qu'il avait réussi à retourner et suite à cette mission-là, il était disponible et il voulait monter un projet dans le vin pour justement contribuer à changer la viticulture. Quoi. Donc là, vous vous rencontrez et assez rapidement, on s'est vu très complémentaires. Et de fait, moi, je suis très créatif, connecté, assez radical, plus brand, on va dire marque, et FX sur les opérations, la manière de construire l'entreprise, le côté financier, structuré. Il calcule plus vite que tout le monde s'est peut-être réuni. Et bref, ça marche bien, mais ça n'a pas été simple au début, en vrai. Et donc, il y a une personne, François-Xavier Pasquier, qui nous a aidés à mettre les bons mots, bien dire qui est très bon dans quoi. Et ce moment-là a été vraiment game changer pour nous. On s'entendait très bien avec FX, mais là, en se disant, OK, là c'est lui, là c'est moi, ça nous a beaucoup aidé. Et maintenant, on déjeune ensemble tous les mardis midi. On a un Trello avec tous nos sujets et on couvre tous les sujets. On se dit vraiment les choses. Ponctuellement, il y a des choses dures à dire, et ben c'est pas grave, on les met dans le Trello et on en parle. Et en fait, très vite, on s'aperçoit que les choses... juste un sujet de voilà, et il faut qu'on en parle bien. Et vraiment, je mesure vraiment la chance qu'on a, ou que j'ai, d'être avec un associé en qui on a confiance. Je pense qu'on se bat aussi pour les mêmes choses et on ne se bat pas pour les mêmes choses communes. Quoi. Et donc, ouais, ça c'est une chance. Et on sait bien qui se bat pour quoi ou qu'est-ce qui drive. Qu'est-ce qui contribue à quoi. Voilà, on essaie vraiment d'avoir du temps ensemble et de se poser. Et on voit bien les semaines où on a moins de temps. Ouais, c'est plus dur. Ouais, on se fait aussi vraiment confiance. Et c'est valable chez OE, mais on a le droit à l'erreur. Et donc, parfois, Fix fait des boulettes, parfois, moi très peu, bien sûr. Mais on a quand même le droit. Et s'il fait une erreur ou si je fais une erreur, bah c'est OK, tu as fait une erreur, et puis next. Quoi. Ou c'est quoi la solution enfin. Et ça, c'est vraiment cool aussi pour avancer sereinement. Quoi. OK, génial. Merci beaucoup d'être venu. C'était extra d'avoir cet échange avec toi, hyper inspirant, qui donne une énergie fantastique. Et j'ai juste envie d'avoir de ta part la question que tu aimerais qu'on pose à notre prochain invité mystère du podcast, si tu en as une qui... Ouais, franchement, j'irais sur cette histoire de joie. Et qu'est-ce qui te donne le plus de joie au quotidien? Parce que si on met le doigt dessus, ça a beaucoup de valeur. Merci beaucoup Thomas, c'était top. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.